Alors voilà, donc la présence de Michael Zemmour fait qu'il y a déjà des applaudissements. On est ravis du coup de t'accueillir aujourd'hui. Donc Michael, que beaucoup d'entre vous ont pu suivre durant la bataille des retraites, puisqu'il était le cauchemar intellectuel d'Olivier Dussopt, bien sûr, puisqu'à chaque mensonge qui surgissait, 24 heures plus tard, il y avait une note de blog de Michael nous disant « Vous inquiétez pas, c'est toujours des conneries ». Nous a permis de tenir cette séquence en ayant un confort intellectuel et physique total grâce à son engagement. Je ne sais pas si tu as dormi entre le mois de janvier et de mai, mais en tout cas, nous, on a plus dormi grâce à tes travaux. On était beaucoup plus à l'aise. Et donc, je pense qu'un des succès de ce moment, intellectuellement, c'est ta capacité à avoir fait sortir en fait l'économie en tant que pratique un peu critique des endroits universitaires et de rendre accessible au plus grand nombre des arguments qui sont basés sur des travaux que tu mènes depuis quand même quelques années, puisque donc, tu es expert sur les questions en économie, de questions de protection sociale, et notamment, entre autres, de la question des retraites. Mais dès lors, si on est ici pour revenir un petit peu ensemble sur tes travaux, tes contributions, moi j'ai une première question qui me brûle les lèvres, c'est pourquoi être devenu économiste ? Bonjour. Pourquoi je suis devenu économiste ? Parce que je fais des études de sciences sociales, parce que je m'intéressais aux gros sujets qui organisent le monde social et aussi qui ont un impact politique, et que l'État social en général, alors les retraites en particulier, mais c'est vrai de la sécurité sociale, etc., je me suis assez vite rendu compte que c'était des sujets à la fois techniques, et j'aimais bien la technicité, mais aussi qui avaient une importance pour nos vies et qui, en même temps, structuraient des dynamiques historiques, politiques, etc. Ça, c'est la version intellectuelle. L'autre histoire qui est tout aussi vraie, c'est que j'étais syndicaliste étudiant. À l'UNEF. Et un jour, on m'a dit tiens, tu vas t'occuper des questions sociales. Donc j'étais élu au CNUS, au CRUS, etc. Et j'ai commencé, tout en ayant des cours de Bernard Friot, etc., à faire des stats sur les aides au logement, les bourses, etc. Et je me suis rendu compte d'abord que c'était intéressant, mais aussi de toujours la même chose, quoi. Les aides au logement, à l'époque, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais il y avait un étudiant sur deux qui était directement concerné, pour qui c'était genre un tiers du budget. Et on avait un sujet politique où immédiatement la question c'était combien d'argent pour combien de personnes. Voilà. Et donc j'ai fait ça comme syndicaliste et j'ai poursuivi ça dans mes études. Mais alors pourquoi s'intéresser spécifiquement à la question des retraites ? Parce que tu n'as évidemment pas attendu les projets gouvernementaux pour t'y pencher. Ça faisait quand même des années que tu avais les munitions nécessaires pour mener cette bataille avec nous et avec beaucoup d'autres dans le pays, associations, syndicats, on reviendra ensuite dessus. Pourquoi cet intérêt pour le sujet des retraites ? Alors, d'abord parce que, comme je l'ai dit, c'est un très gros sujet. C'est-à-dire que les retraites, ça concerne plus ou moins tout le monde, ou ça concernera plus ou moins tout le monde dans la vie, parce que c'est une sorte de réussite de l'État social. Ça met en sécurité sociale quasiment un quart de la population pendant, en moyenne, une vingtaine d'années. Donc c'est un gros truc, c'est une dynamique historique. C'est aussi une dynamique politique. On sait qu'il y a de quoi déstabiliser des gouvernements, on le savait, etc. Moi, j'aime bien les gros sujets. Et dans mes travaux, j'aime bien aussi les questions d'économie politique. Voilà, ces histoires d'antagonisme et de délibération collective. Voilà. Et moi, en fait, je ne suis pas un spécialiste des retraites, en vrai. Spoiler. Moi, j'ai fait des travaux sur la question de l'État social, de comment on finance notamment les cotisations sociales, l'impôt, etc., comment ça s'étend. Et alors j'ai quelques travaux récents sur les retraites, mais en réalité, ce que j'ai fait là sur les retraites, c'est plutôt un travail d'expertise, c'est-à-dire de lire et de vulgariser les travaux de beaucoup de monde. Alors il y a des collègues qui font ça depuis des années. Henri Sterdignac, par exemple, fait ça beaucoup, Bernard Friot, etc. Mais notamment les travaux de la statistique publique, du ministère de l'adresse du ministère des Affaires sociales, du Conseil d'orientation des retraites, qui produisent un savoir public, indépendant, critiquable mais transparent. Et donc, réforme des retraites après réforme des retraites, j'avais un petit peu suivi. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est
essayer de retransmettre les éléments de connaissances communes, pas très polémiques, qu'on avait sur le sujet. Et l'objectif était assez simple, et ça se prête bien aux retraites, c'est de dire il y a des sujets sur lesquels, fondamentalement, la question qui se pose, c'est une question d'arbitrage politique. Sur les retraites, on a un certain nombre on a un vieillissement de la population, et la question assez simple qui se pose, c'est quelle est la part collectivement qu'on choisit de consacrer à la mise en sécurité sociale des retraités. Et donc, il y a des vrais arbitrages à faire. Il faut savoir combien il y a de retraités, combien ils touchent, combien touchent les salariés, combien il y en a. Et on peut mettre en scène, et c'est ce que fait très bien et depuis des années en fait le Conseil d'orientation des retraites, ces éléments de délibération collective de manière relativement simple. Et ce qui m'a frappé, c'est que le gouvernement, choisissant de faire une réforme des retraites, passait complètement à côté de ça, c'est-à-dire qu'il ne racontait pas la réforme qu'il faisait, et il racontait d'autres motivations que celles qui le conduisaient réellement. Et donc moi, ma démarche, ça a été de dire, compte tenu des connaissances qu'on a, voilà l'état du système de retraite, voilà le type d'arbitrage auquel on est confronté, y compris combien les salariés sont prêts à mettre en cotisation dans le système. Et à l'inverse, si on fait une réforme comme celle qui a été proposée, par exemple la retraite à 65 ou à 64 ans, voilà les conséquences auxquelles on peut s'attendre. Et de poser des questions qui existaient, mais le gouvernement pose toujours une seule question, l'équilibre des comptes, qui n'est pas une question qu'il faut négliger, mais décaler l'âge de la retraite, ça pose d'autres questions. Qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui sont en emploi? Qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui sont hors de l'emploi? Des questions pour lesquelles on a déjà des réponses, qui ne sont pas des réponses très polémiques, mais évidemment, dès lors que sur une réforme aussi brutale, vous posez ces questions-là, le débat et l'arbitrage politique qu'on peut faire ne va pas être le même. Voilà. Si je reprends un peu ton propos, le gouvernement n'a pas dit ce qu'il faisait et a fait ce qu'il ne disait pas. Mais comment on l'explique? Est-ce que c'est juste que c'est des gros nuls, première hypothèse, ou est-ce que c'est qu'il n'assumait pas les conséquences sociales en réalité de ce qui était sur la table? Il n'est pas sûr. Non, mais on peut toujours être tenté de faire de la psychologie et de... je pense que il y a un truc intéressant et d'économie politique. Les retraites, c'est extrêmement soutenu par l'ensemble de la population, et donc il est très difficile d'arriver. Ça pourrait être une option politique en disant je pense qu'il y a trop de retraites dans ce pays, il faut faire reculer la retraite dans le pays, dans la vie des gens, etc. Une option un peu libérale à la Madeleine des années 90. Mais c'est tellement impopulaire de dire ça que personne ne fait ça. Donc ça, c'est un élément. Et l'autre élément, c'est que je pense que fondamentalement, la pensée économique du gouvernement ou des gens qui conseillent des gouvernements ne s'intéressent pas trop à la protection sociale en tant que telle ou aux retraites. Et donc, ils ont choisi de faire la réforme des retraites pour d'autres raisons. Des raisons plus d'ordre macroéconomique ou de réforme du marché du travail. Globalement, ils cherchaient une source d'économie budgétaire, de rentrée d'impôts. Et puis, c'est très cohérent avec les autres réformes du marché du travail. Travailler plus, faire accepter le travail à des conditions dégradées. Etc. Et donc, ils prenaient des comparaisons internationales, ils disaient la France, on a un peu plus de retraite qu'ailleurs. Ils ont dit on va appuyer sur ce bouton-là. Et manquant peut-être d'imaginaire sur ce que c'est la protection sociale, le fait qu'on y habite, que ça structure la vie, l'horizon, y compris des personnes qui sont très proches de la retraite, ils se sont dit c'est énorme, on va faire plein d'économies avec juste une réforme. Et je pense qu'ils ont réellement sous-estimé, par manque d'intérêt, par manque d'imagination, peut-être par cynisme ou pas, mais sous-estimé ce que ça représente et à quel point c'est un arbitrage qui est très éloigné de celui qui aurait été fait par la délibération collective. Alors je dis l'ont sous-estimé un peu, mais pas complètement, parce que c'est une histoire qu'ils n'ont jamais assumé de raconter. Ils n'ont jamais dit on fait cette réforme parce qu'on pense qu'il y a trop de retraites dans la vie, trop de retraites dans l'économie, donc on veut les faire reculer. C'est un peu ce que disait Bruno Le Maire loin avant la réforme. On va faire des économies et, entre guillemets, relancer la croissance par la réforme des retraites. Mais quand la réforme est arrivée, on est arrivé sur des discours qui étaient en dissonance cognitive totale, en disant réforme de justice, progrès social, etc., alors qu'objectivement, c'était tout l'inverse. Et est-ce que cet engagement, tu disais que tu n'étais pas arrivé là par une expertise retraite, tu avais un grand angle sur l'état social, c'est ça qui te préoccupe depuis longtemps. Est-ce que le fait de mener cette bataille avec plein de collectifs, d'y participer, d'être au cœur de la lutte, est-ce que ça t'a appris des choses en tant que chercheur, scientifiquement?
Je lui ai pas dit que je faisais des questions simples dès le début. Non, mais on le crève d'abord et après on arrive sur les trucs évidents. Moi, j'ai appris plein de choses. Qu'est-ce que j'ai appris ? Bon, d'abord, j'ai appris la force d'un mouvement social de masse, parce que bon. Il y a des figures effectivement vues à la télé, ok, très bien, on y va. D'abord, il y a plein de chercheuses, chercheurs, syndicalistes qui bossent depuis très longtemps et qui peu ou prou racontent des choses que j'ai racontées. J'ai rien dit de très neuf. Et puis la force d'un mouvement social. Comme je disais, je savais que les retraites c'était un gros sujet, et donc je sais que c'est un sujet sur lequel il y avait potentiellement des capacités de mobilisation importantes. Mais par exemple, la raison pour laquelle il m'est arrivé, alors comment est-ce que ça se fait qu'on vous entend autant, etc. C'est parce qu'il y a eu un mouvement social énorme, qu'il y a une dynamique journalistique qui s'est enclenchée, qui n'est pas tout à fait la même que d'habitude. Sur plein de sujets que tu es amené à traiter, par exemple à l'Assemblée nationale, le gouvernement prévoit une réforme. Elle est faite très vite. Les journalistes n'ont pas trop le temps de travailler. Et du coup, le gouvernement sort un dossier de presse qu'on va retrouver quasiment infographié dans les grands journaux, sur BFM, etc. Très rapidement, un dossier de presse. Et les journalistes reprennent des éléments de communication, parfois de bonne foi, parfois parce qu'ils n'ont pas le temps de bosser, où la presse spécialisée travaille, mais elle est moins regardée et moins lue. Il s'est passé la même chose sur les retraites. Sauf que le mouvement social prenant, et puis il y a eu un travail en amont, des organisations politiques, il y avait un atelier sur les retraites l'année dernière ici, des organisations syndicales. Donc le mouvement social prenant, au bout d'un moment, l'espace politique, l'espace médiatique, les journalistes vont voir un peu plus loin. Et allant un peu plus loin, moi qui étais déjà invité par de la presse spécialisée ou par Mediapart, etc., j'étais invité sur des endroits où il y avait un peu plus d'audience. Donc ça, c'est un truc, voilà. C'est effectivement les espaces de débat et de délibération collective, ils se créent, ils se nourrissent dans une interaction entre le politique, l'Assemblée nationale notamment, le camp syndical, l'espace médiatique et l'espace académique aussi, où il y a des ressources disponibles, mais il faut faire un travail de transformation de ces ressources dans le débat public. Et à partir du moment où on rentre dans un combat avec la casquette de chercheur, qui a donc une expertise, qui a une parole à caractère légitime, fondée sur des savoirs que tu as et que te reconnaissent tes collègues, est-ce que dans cette bataille qui a été menée, tu as été toi amené, on parlait des médias, à faire l'objet d'offensives qui visaient à te décrédibiliser, ou même des guet-apens médiatiques, des choses où tu as mis les pieds, tu l'as regretté après. Est-ce que ça t'est arrivé, ou tu es parvenu à toujours t'exprimer dans des espaces où tu étais respecté pour ce que tu avais à dire ? Il y a des fois où ça se passe un peu moins bien que d'autres, mais alors moi globalement j'ai pas eu de problème. Globalement, peut-être qu'il vaut mieux être un homme universitaire blanc d'une quarantaine d'années et que ça passe plus facilement et qu'on se fait moins bousculer. Il y a aussi, pareil, un effet du mouvement social, c'est qu'au bout d'un moment, y compris dans des médias qui font attention à leur audience, ça les intéressait aussi d'avoir une analyse qui ne soit pas complètement alignée sur le gouvernement. Donc moi, j'ai plutôt eu de la chance d'être invité dans des espaces où il ne s'agissait pas de faire des effets de manche, et où on me donnait un espace pour délivrer des faits que j'essayais de délivrer, évidemment avec un angle, avec des questions que je venais, mais avec méthode. C'est-à-dire, en n'étant pas là pour donner mon point de vue, mon opinion. Je ne sais pas quel est le bon âge de la retraite, parce que moi je suis un universitaire et je ne suis pas dans la même situation qu'une ouvrière, etc. Mais donc pour donner des éléments d'analyse qui pouvaient être complétés, critiqués. Voilà. Et donc de ce point de vue-là, j'ai plutôt eu de la chance de trouver cet espace et aussi de travailler à le construire en ayant des expressions qui passaient. Est-ce qu'au niveau gouvernemental, tu as parfois eu des échanges, tu as été auditionné, entendu ? Comment ça s'est passé le rapport avec les pouvoirs politiques en place ? Il n'y en a pas vraiment eu. J'ai pu avoir un ou deux échanges avec des conseillers qui essayaient de comprendre ce que je disais ou de décrypter. Mais est-ce qu'ils ont compris ? Encore une fois, je pense que... j'en sais rien. Je pense vraiment que que le mouvement social est venu avec des questions différentes que celles que le gouvernement se posait. Le gouvernement cherchait une politique macroéconomique, une politique de marché du travail, des économies pour équilibrer les baisses d'impôts, et il a découvert à la fois la technicité, la complexité
et les enjeux politiques et sociaux du monde de la retraite. Je caricature un petit peu parce que dans la préparation de la réforme, ils ont essayé de tailler les coins, d'amoindrir des trucs, mais globalement, c'est comme ça. C'est-à-dire que voilà. Et tu nous expliques que c'est avant tout une politique donc macroéconomique sur les grands ensembles et une politique du marché du travail. Si on devait revenir rapidement, quels sont pour toi les objectifs dans la version finale? Parce que le texte a beaucoup évolué au cours de cette bataille, on a quand même réussi à faire reculer sur plusieurs points. Quelles vont être les conséquences que toi t'anticipes, que tu imagines dans ce texte tel qu'il a été pas voté? Bon, il y a des conséquences de plusieurs ordres. Il y a, du point de vue de ce que cherchait le gouvernement, des économies budgétaires, donc sans doute une réduction du déficit du système de retraite, pas très importante mais réelle, enfin substantielle, peut-être un demi-point de PIB. Des économies budgétaires plus larges, parce que si les gens restent en emploi plus longtemps, ils vont payer des impôts un peu plus longtemps, et donc ça renfloue un peu les caisses publiques, donc c'est ce que cherche le gouvernement. Ce que cherche encore le gouvernement, c'est une hausse du taux d'emploi. Parmi les personnes, les seniors, il y a des seniors qui vont rester plus longtemps en emploi. C'est les personnes qui avant travaillaient jusqu'à 62 ans et qui demain vont travailler jusqu'à 63, 64. Pas forcément 2 ans de plus, parce que souvent il y a des personnes qui allaient déjà aller jusqu'à 63 ans, mais parfois 6 mois, parfois 9 mois, parfois 2 ans. Notamment les profils de femmes avec enfants et avec une carrière complète qui sont probablement le profil qui va avoir un allongement le plus long. Donc ça, c'est des effets qu'on peut anticiper, y compris avec des questions sur, d'abord, clairement, l'opinion publique, la majorité des salariés préféreraient payer un peu plus et avoir une retraite maintenue à 62 ans que d'aller travailler jusqu'à 64. Des questions sur les conditions de travail et sur la santé, je ne vous fais pas un dessin. Et puis l'autre chose sur lesquelles, là, pour le coup, j'ai fait un peu de travaux de recherche, qui est très documenté, qui est évident et qui a été mis sous le tapis, un effet très fort, c'est d'augmenter... Alors, d'abord, la réforme va être particulièrement dure pour les 55+, les personnes aux portes de la retraite, parce que c'est elles pour qui ça va allonger le plus l'âge de la retraite, parce que les autres étaient déjà concernés par des réformes antérieures, les Touraine, etc. Donc c'est une réforme qui va très vite pour les personnes aux portes de la retraite. Et puis c'est une réforme dont il est à craindre qu'elle creuse fortement le sas de précarité, notamment pour les personnes qui finissent leur carrière au chômage. Une période de précarité plus longue, un chômage moins protecteur, une retraite qui recule. Et donc, on sait qu'il va y avoir des centaines de milliers de personnes qui vont être plus longtemps au chômage, indemnisées ou non, au RSA, indemnisées ou non, etc. Et ça fait, en gros, les ordres de grandeur, c'était à peu près plus 300 000 personnes en emploi et au moins plus 150 000, plus 200 000 au RSA ou au chômage. Donc une réforme qui rapporte un peu, mais avec un coût social extrêmement élevé de ce côté-là et sur lequel il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse non plus du côté de la pénibilité. Voilà, on peut avoir en mémoire le mouvement des éboueurs, notamment, qui dans le privé vont devoir aller jusqu'à 64 ans, par exemple. Donc c'est pas une exagération de dire que cette réforme, c'est une politique de classe et de genre, qui va frapper plus certaines activités professionnelles que d'autres, et plus les femmes que les hommes. C'est clairement une politique de classe où on se pose certains problèmes et on ne s'en pose pas d'autres. Et c'est clairement une politique aveugle aux effets de genre, et donc qui a des conséquences de genre très marquées, comme toutes les politiques qu'on mène sans se poser la question, a priori, de l'effet sur les femmes. Et alors peut-être une question qui relève de notre place ici, parce qu'on est en train de discuter... Déjà, on est 2 hommes blancs en train de discuter, un qui est député, un qui est économiste. En termes de représentativité générale des effets de la réforme de l'assurance vieillesse, on n'est pas forcément les personnes idéales. Mais on se pose cette question qui en amène une autre, en fait. C'est en tant que toi, économiste, ou moi, élu, finalement, quelle place dans le débat public pour les usagères, les usagers de la caisse d'assurance vieillesse? Est-ce qu'on n'a pas eu une séquence où, en fait, beaucoup de gens ont pris la parole, certains qui étaient avec nous, d'autres qui étaient contre nous. On a entendu à peu près tout le monde, sauf les personnes concernées par les effets réels de la réforme. Alors, ça tombe bien que tu me poses cette question, parce que quand tu me posais la question des conséquences de la réforme, je pense qu'en plus des conséquences sociales, il y a des conséquences politiques. C'est-à-dire que le système de sécurité sociale en général et le système de retraite, ça fait partie d'une forme de pacte social qui s'est construit. Et
souvent, pas toujours, mais les réformes des retraites, elles se font y compris dans une discussion avec les organisations syndicales. Alors pas toutes, il y en a qui discutent plus avec les gouvernements que d'autres, etc. Mais là, on a vraiment eu quelque chose qui marque une crise politique du point de vue de l'État social, c'est-à-dire qu'un des piliers de l'État social connaît une réforme d'importance contre l'opinion publique informée, ayant délibéré. Il y a vraiment l'idée d'un passage en force. Et ça, et donc avec une absence de vote et un gouvernement qui est minoritaire sur ce sujet, et dont il faut rappeler par ailleurs que si le gouvernement Macron a une majorité relative au Parlement, c'est en grande partie à cause des retraites. C'est-à-dire que les législatives, ils ont perdu des sièges pas mal à cause de la question des retraites, où on n'en parlait plus trop, c'était peut-être 64 ans, etc. Et donc, ça, c'est une conséquence importante. Alors après, quelle place pour les usagers ? Clairement, on peut se poser la question de la démocratie sociale. C'est-à-dire que le gouvernement passe par des voies légales qui ne sont pas reconnues forcément politiquement légitimes ou qui sont discutées, mais il n'a pas eu la majorité à l'Assemblée nationale. Donc là, ça interroge quand même sur les institutions de la Ve République. Est-ce que c'est uniquement aux usagers d'administrer la sécurité sociale ? C'est un peu le modèle de départ. Hein. C'est une démocratie sociale et pas parlementaire qui gère la sécurité sociale, au moins pour les gens qui ne sont pas des agents publics. Il y a des instances comme le Conseil d'orientation des retraites, par exemple, où les caisses de sécurité sociale, où l'Agirc-Arrco, où les organisations syndicales sont représentées et bien représentées. Je pense qu'évidemment, il faut continuer et garder cette idée que ça fait partie, au niveau interprofessionnel, d'une discussion, y compris de rapport de force, et qu'il doit y avoir une délibération et qu'on ne peut pas simplement s'arrêter à gérer tout le système social à l'Assemblée nationale, et que ce système de représentation qui peut évoluer, il a son intérêt. Après, il ne faut pas forcément complètement l'idéaliser non plus. Pour donner juste un exemple, je pense que les réformes qui ont été décidées par les gestionnaires de l'Agirc-Arrco par le passé ont été parfois plus austéritaires que les réformes qui ont été décidées par les gouvernements sur certains points. Donc il faut aussi voir ça en face. Alors c'est évidemment des majorités qui se font entre le patronat et une partie des syndicats, mais donc, et y compris du point de vue de la délibération collective et de la démocratie sociale, ça peut paraître acceptable. Et puis après, il y a aussi dans la question du pilotage, il y a aussi une question à se poser en termes de s'outiller collectivement, de développer des compétences pour suivre et piloter. Et avoir des débats aussi sur le système de retraite, non seulement pour aujourd'hui, mais quelque chose qui a manqué peut-être, y compris parmi les organisations syndicales et politiques, c'est penser le système de retraite pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et ça, il faut peut-être à la fois en même temps mener les batailles et en même temps porter le regard à quel est le système de retraite qu'on veut construire pendant 15 ans, 20 ans, parce que c'est des gros paquebots, et donc si on veut atteindre une cible, il faut piloter. On parle là de la place, tu l'évoquais, donc des usagers, des politiques au sens large du terme, des syndicats, et quelle place finalement pour les économistes par rapport au régime d'assurance vieillesse. À quoi sert un économiste pour penser l'assurance vieillesse ? Comment t'imagines ? Est-ce que c'est un soutien technique ? Est-ce que c'est l'information du public ? À quoi on sert comme économiste pour la caisse d'assurance vieillesse ? Écoute, moi je regarde beaucoup les travaux qui sont compilés par le Conseil d'orientation des retraites, qui sont essentiellement des travaux d'analyse et de diagnostic. Si vous regardez, alors il y a un outil qui est souvent en ligne, en ce moment il ne l'est plus, mais le Conseil d'orientation des retraites, il a des économistes qui produisent une espèce de simulateur en vous disant voilà où en est le système de retraite. Vous avez 3 leviers, le taux de cotisation, le niveau des pensions et l'âge de la retraite. Faites votre réforme. Le premier boulot des économistes, c'est ça, c'est d'informer ce diagnostic, d'essayer de faire des éléments de projection à 10 ans, 20 ans, en sachant qu'on va se tromper, etc. Deuxième boulot des économistes, ça peut être de se poser des questions. Quand on fait telle réforme, qu'est-ce qui se passe ? Et typiquement, il y a des très bons économistes, y compris de l'administration, qui ont regardé, quand on a passé à la retraite de 60 à 62 ans, combien de personnes de plus au RSA ? Et donc ça, c'est le boulot des économistes, c'est de dire, de manière crédible, si vous faites ceci, il devrait se passer cela. Quand vous avez des économistes qui vous disent « voilà ce qu'il faut faire », ils ne parlent pas uniquement en tant qu'économistes, ils vous livrent en plus des préférences politiques qui sont à eux ou à elles. Et à ce moment-là, c'est bien de changer de casquette comme tu as pu le faire. Tu es sociologue, mais à un moment donné, tu prends la parole en tant que politique et pas en tant qu'autorité sociologique. Moi, j'ai envie de dire les économistes sont bien à leur place technique,
à la fois de travail de fond et ensuite de vulgarisation des éléments de l'arbitrage. Et concernant le corps que tu évoquais, donc le Conseil d'orientation des retraites, souvent un des éléments qui semble mis en avant dans leurs travaux, parce que c'est ce que la presse en dit, c'est qu'on aurait un problème pour le financement des régimes de retraite lié à la baisse de la croissance, au fait qu'il y a de moins en moins de croissance. Est-ce que c'est un discours que tu trouves légitime, crédible? Est-ce que tu y adhères? Est-ce que ça pose un problème? Qu'est-ce qu'on doit penser du fait qu'il y a de moins en moins de croissance pour financer les retraites? Il y a deux niveaux de réponse. Il y a un truc de réglage dans le système de retraite qui fait que, en gros, quand il y a de la croissance, le système fait des économies de lui-même parce que les retraites augmentent pas comme les salaires. Et quand il n'y en a pas, il perd de l'argent parce que les retraites et les salaires augmentent au même niveau. C'est des questions d'indexation, c'est un truc un peu technique. Si on revient à la question de fond, techniquement, le système de retraite n'a pas besoin de croissance en tant que tel, parce que la question de la retraite, c'est simplement de dire, il y a un revenu collectif des salariés, il y a un certain nombre de personnes âgées, de seniors, comment on répartit le revenu entre les seniors et les salariés en emploi. Donc techniquement, même si on n'a pas de croissance, la question des retraites est simplement une question de répartition entre les deux. Maintenant, c'est un peu triché que de dire ça, parce que politiquement, c'est pas neutre. On vit une période, je vais être un peu caricatural, mais pour être bien compris. On a un ralentissement de la croissance très fort depuis 2008, qui date d'avant, mais depuis 2008. En fait, on avait une société où on avait des gains de productivité et de la croissance qui faisaient que la plupart des gens pouvaient attendre leur sécurité d'un enrichissement qui allait suivre leur carrière par le passé. Et décennies où quasiment sans croissance. Et donc, ça veut dire que toutes les personnes qui s'attendaient à avoir des rythmes d'augmentation de 2%, 3%, 4% par an, les ont pas eu pendant 10 ans. Et ça donne des situations où les jeunes qui rentrent sur le marché du travail rentrent dans des conditions plus dégradées que les gens rentraient 10 ans ou 15 ans avant. Bon. Et donc, moins d'augmentation de salaire, tout ça. Et donc ça, c'est le nouveau cadre macroéconomique dans lequel on est depuis 2008, alors avec des moins ou des meilleures années, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la protection sociale? Pareil, là, je suis encore très caricatural, mais globalement, je fais partie des économistes qui pensent que les salariés se payent eux-mêmes leur retraite. Qu'au final, c'est les salariés qui vont les payer. Je pourrais préciser derrière, les salariés peuvent chercher par ailleurs à être mieux payés pour être plus à l'aise dans le paiement des retraites, mais au final, c'est les salariés qui se payent eux-mêmes leur retraite. Et évidemment, quand on est dans une période de croissance où les salaires augmentent de 3 ou 4% par an, la question de savoir si on va cotiser plus pour financer les retraites, elle est plus facile à résoudre que quand on est dans une période où les salaires stagnent. Donc voilà la question que pose l'absence de croissance au système de retraite. Quand on a dit ça, il y a deux éléments qu'il faut préciser. D'abord, selon les objectifs qu'on fixe au système de retraite, il n'y a pas forcément besoin de cotiser beaucoup pour atteindre certains objectifs qui paraissent très souhaitables. Les taux de cotisation qu'il faudrait, par exemple, pour résorber le déficit, ne sont pas démesurés par rapport, je sais pas moi, à l'augmentation du tarif des mutuelles depuis 10 ans, par exemple. Or, ça paraît souhaitable. Donc ça, on peut le quantifier. La deuxième chose, c'est qu'on peut réfléchir à la manière dont est réparti le taux de cotisation entre salariés plus ou moins élevés, etc. La troisième chose, c'est qu'évidemment, le mouvement social, les salariés vont chercher à obtenir des augmentations de rémunération, de déformer le partage de la valeur ajoutée pour que le fait de se payer les retraites, c'est eux qui se le payent, mais avec plus d'argent. Et c'est notamment ce qu'il y a dans les revendications syndicales quand on parle d'égalité salariale femmes-hommes, etc. Mais donc, voilà, cette question d'un régime avec une croissance faible, elle nous pose des questions aujourd'hui importantes. Et en gros, dans un monde avec une croissance faible, il y a plusieurs possibilités. Soit, alors le gouvernement essaye de faire une espèce de fuite en avant en disant on va travailler 2 ans de plus, ça va pallier l'absence de croissance. Ça coûte cher et ça ne marche pas très longtemps. Ou alors on va moins se protéger, du coup on va permettre d'augmenter un tout petit peu les salaires, mais avec moins de protection. Donc ça, c'est un peu la réponse du gouvernement face à l'absence de croissance, puis avec l'idée qu'on va peut-être retrouver de la croissance, on ne sait pas trop comment. L'autre option, les deux options de gauche, c'est de dire soit on a une idée pour trouver une croissance de gauche écologiquement soutenable, etc. Je ne sais pas si c'est possible, j'en ai pas. Soit on se prépare à un régime de croissance durablement faible, ou pas de croissance, et auquel cas, on a des besoins sociaux croissants dans un monde avec pas beaucoup de croissance. Et là, du coup, il faut faire des arbitrages, j'y reviens. Et les arbitrages, ça veut dire, est-ce que ça peut vouloir dire,
soit être moins protégé, donc être dans un monde plus dur parce qu'on veut absolument avoir des augmentations pour les personnes en emploi. Soit ça veut dire au contraire augmenter l'espace de la socialisation en disant demain, on n'attendra plus notre sécurité des augmentations perpétuelles. On va attendre davantage notre sécurité de services publics efficients, d'un système de protection sociale couvrant, etc. Et donc une forme de transaction entre l'enrichissement, qui serait moins fort, et une sécurité qui serait plus importante. Donc c'est un peu ce genre de questions que l'avenir de la croissance pose au système de retraite et qu'il faut se poser tranquillement, tout en disant qu'il y a des questions qui ne sont pas très chères pour le système de retraite. Et dans cette discussion sur la croissance, tu évoquais aussi un autre paramètre que tu as glissé au milieu, qui est celui de la productivité du travail. C'est-à-dire le fait que les salariés, aujourd'hui, on est dans une séquence, tu me corrigeras, mais où il y a une stagnation très longue de la productivité du travail, c'est-à-dire qu'on arrête de produire plus. Et il y a même eu, depuis quelques années, une baisse de la productivité du travail. C'est-à-dire que les salariés produisent de moins en moins. On est d'ailleurs un des rares pays européens à être dans cette situation. Est-ce que ça aussi, ça vient redoubler le problème que tu évoquais à l'instant ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a une croissance faible, ça veut dire qu'avec autant de salariés, comme on n'a pas ou peu de gains de productivité, du coup, il n'y a pas de croissance. D'où viennent ces questions de productivité ? On ne sait pas trop, on en parlait tout à l'heure. Il y a des pistes, il y a effectivement le changement d'organisation de l'économie, il y a peut-être une façon de mesurer aussi la productivité qui n'est pas évidente, mais en tout cas, clairement, les 15 années qu'on vient de passer depuis la crise de 2008 nous font penser qu'on avait une société, et y compris un état social qui était réglé sur le fait que des gains de productivité allaient permettre d'avoir un conflit capital-travail, mais qui posait la question de comment on répartit le surplus. Et aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, on est dans une situation où on a un peu de croissance, mais quand même pas beaucoup. Et donc, du coup, si tout le monde veut des augmentations, les capitalistes et les salariés, le conflit se radicalise parce qu'il n'y a pas beaucoup de surplus à partager. Et donc, si on est dans cette croissance faible, la question qui vient pour l'avenir, c'est ça. C'est-à-dire toujours une question entre capitalistes et salariés. Est-ce qu'il y a un réglage à faire ? Et finalement, au sein du salariat, quelle est la partie de la consommation privée ? Et quelle est la partie socialisée de la consommation gratuite, l'école, la santé, les services publics ? Et quelle est la partie socialisée aussi de la part du revenu qui ne vient pas uniquement du poste de travail, mais qui viendra de la retraite, de l'allocation pour les jeunes en formation, etc. Et cette question que tu évoques de la gratuité, de l'extension de la sphère du bien commun, est-ce qu'elle n'invite pas aussi parfois à repenser les grands indicateurs économiques et comptables ? C'est-à-dire si on estime que la croissance est très faible et que donc ce n'est pas du surplus, c'est-à-dire du nombre d'euros produits en plus, que viendra forcément le salut, est-ce que ça implique pas, ça invite pas aussi à penser qualité de vie, c'est-à-dire développement humain, d'autres types d'indicateurs qui seraient aussi tout aussi, voire plus pertinents pour mesurer l'évolution de la France aujourd'hui ? Si, sans doute. Après, je ne suis pas un très grand spécialiste des indicateurs. Je fais partie des économistes un peu archéo qui trouvent quand même que le PIB, il nous renseigne sur un certain nombre de choses. Mais très clairement, il y a des choses qu'on ne sait pas très bien mesurer. On parle de productivité depuis tout à l'heure. On sait, tous les économistes savent que la productivité dans les services en général, dans les services sociaux en particulier et dans les services publics, on la mesure de manière très conventionnelle. Et qu'est-ce que c'est un gain de productivité à l'hôpital ? Ça existe très certainement, mais ça ne se verra pas dans les statistiques de la manière dont on le pense. Et donc, il y a des choses en termes de qualité. Et effectivement, après, il y a des options, comme tu le disais, c'est-à-dire que du coup, il faut être capable politiquement de valoriser qu'est-ce que c'est le fait d'avoir accès à une assurance santé où on n'ait pas de crainte sur ses frais de santé, de pas avoir... On est quand même un pays... Alors, ça peut changer et c'est limité, mais il y a quand même beaucoup de pays riches de l'OCDE pour lesquels la question du financement de l'école et des études supérieures, c'est une angoisse permanente d'une immense majorité de la population. Ce n'est pas encore tout à fait le cas en France, même s'il y a des évolutions, même si Parcoursup, etc. Donc ça, c'est un exemple extrêmement concret de ce que ça veut dire de faire le choix d'une consommation collective, qu'on paye, par les prélèvements obligatoires, etc., plutôt que de faire le choix d'une consommation privée marchande. Et cet intérêt pour
tout ce qui est bien commun, socialisation, partage, des formes de justice fiscale et justice au travail. C'est évidemment une interrogation qui est partagée dans la communauté des économistes. Il y a beaucoup de tes collègues qui se posent la question. Et est-ce que finalement la frontière entre économistes de gauche et de droite, elle n'est pas là-dessus, entre ceux qui veulent étendre ces objets dont on parle et ceux qui pensent que finalement c'est des reliquats, ça coûte cher et qu'il faut les réduire? On pourrait tracer plein de frontières, on pourrait tracer des frontières méthodologiques, etc. Il y a un économiste qui avait mis comme bio Twitter économiste de gauche, c'est Michel Husson qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et moi, j'ai pas de problème à dire que je suis économiste de gauche. Alors, j'essaye en tant qu'économiste, ce que je disais tout à l'heure, de parler avec méthode. Je prétends pas avoir raison, mais si je dis quelque chose, je le dis parce qu'on a fait telle analyse. Et donc pour moi, être économiste de gauche, ça va. Donc là, c'est vraiment piqué aux théories à la Max Weber, etc. C'est quelles questions tu poses à ton objet. Moi, les questions que je pose, c'est si on fait telle réforme, qu'est-ce que ça va faire du point de vue du marché du travail, du point de vue des conditions sociales, etc., à mettre en balance et en cohérence avec d'autres questions d'économie budgétaire, etc. Et j'ai l'impression qu'une des différences que vient faire un économiste de gauche, c'est avec quelles questions il intervient dans le débat public. Il peut y avoir, voilà, et de ne pas passer sous le tapis des conséquences qui peuvent être importantes et en fonction desquelles il faudrait délibérer. On pourrait faire d'autres caractérisations, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. Donc c'est au niveau de la hiérarchie des préoccupations, en gros. C'est qu'est-ce qui est plus important comme interrogation, qu'est-ce qui te tracasse plus? Et c'est là-dessus que tu vois une différence par rapport à tes collègues qui ont d'autres orientations politiques. Disons, en tout cas, c'est du point de vue académique. Après, on n'est pas toujours d'accord sur les résultats. Le point de vue, les universitaires ne sont jamais d'accord sur rien, et c'est même comme ça que la discussion avance. Mais en tout cas, moi, dans ce que je fais, effectivement, je me pose des questions qui ont un intérêt de gauche, mais j'essaye de faire en sorte que ce que je dis ne soit pas conditionnel à ce que je crois. C'est pas parce que je suis de gauche que je trouve ces résultats-là, c'est parce que je suis de gauche que je fais cette enquête. Par contre, je trouve ces résultats-là parce que j'ai utilisé ces données, cette méthode. Et globalement, quand je discute avec un économiste qui peut avoir d'autres orientations, on va avoir le débat sur la méthode, etc. Mais on a un terrain commun qui est la méthodologie, le raisonnable, etc. Alors, on ne peut pas faire ça sur tout. Il y a des sujets qui sont trop clivants ou des théories. Moi, je n'ai pas choisi de travailler à l'époque où j'étais étudiant sur le marché du travail parce que c'était vraiment trop dissocié. Il y avait tout un espace où on était obligé de dire que les salaires créaient du chômage. Donc on ne peut pas faire ça sur tout, mais il y a des espaces, et notamment les politiques sociales. On a une forme de savoir commun, notamment sur la statistique sociale, où on peut avancer avec des préférences politiques différentes, mais où on peut au moins mettre sur la table, sur le RSA, si vous n'augmentez pas le RSA, on sait que ça fait 20-25% d'enfants pauvres. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Et donc de mettre en lumière des faits qui ne sont pas contestés en tant que tels par les méthodes par lesquelles on y arrive. Cet exemple que tu évoques à l'instant sur le RSA, il tombe plutôt à point nommé, puisqu'on a le 18 septembre le début de l'examen du texte France Travail à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qui va renforcer les contraintes qui pèsent sur les allocataires du RSA, donc bénéficiaires de cette prestation sociale, pour eux, mais aussi pour le ménage, et notamment pour les enfants. Et donc, on est peut-être exactement dans l'incarnation de ce que tu évoques avant. C'est-à-dire l'économiste de gauche pose une question qui déplace le sujet. C'est la vérité toujours la même, mais en tout cas, plutôt que de te demander si jamais effectivement, en sortant le fouet pour les allocataires du RSA, ils vont retrouver plus vite un emploi précaire, tu poses la question des conséquences qu'aura une même réforme pour les plus vulnérables du ménage. Alors, tout à fait, ça n'empêche pas d'évacuer les deux questions. Typiquement, sur les minima sociaux, on peut le dire comme ça. Pendant sa campagne de 2017, Emmanuel Macron disait si on avait les moyens de doubler le RSA, j'ose espérer qu'on le ferait. Et entre-temps, en fait, on a eu des exemples qui montrent que non. La raison pour laquelle le RSA est aussi bas, donc il y a 2/3 des allocataires du RSA qui vivent sous le seuil de pauvreté pour des questions statistiques, mais ça pourrait même être plus. La raison pour laquelle le RSA est si bas, c'est une question de choix politique et de politique du marché du travail. Et ça a été dit depuis. Les gouvernements veulent maintenir absolument un écart qu'ils souhaitent important entre une personne qui travaille au SMIC avec la prime d'activité et au RSA. Un écart, si on travaille 1 heure de plus, mais un écart aussi en absolu, avec dans l'idée qu'il faut mettre sous pression pour travailler. Et donc c'est pour ça que le RSA est bas et qu'on laisse délibérément des personnes et des familles et des femmes et des enfants et des hommes et des personnes en difficulté psychique vivre dans des conditions pas tenables.
Et face à ça, il y a deux questions. D'abord, la croyance que mettre les gens sous pression, c'est une bonne chose pour qu'ils retrouvent un emploi, est globalement assez fausse. Ça ne veut pas dire qu'à aucun niveau c'est vrai, qu'on ne peut pas trouver des effets, mais globalement c'est faux, ou en tout cas toutes les études qu'on a montrent que, par exemple, si on accordait le RSA aux jeunes 1 an plus tôt, on n'aurait pas d'effet sur le chômage, parce qu'on quand on fait une étude, voilà. Et donc globalement, d'abord on fait ça plutôt pour rien. C'est-à-dire, on est obsédé par cette idée-là, mais on n'a pas de vraie preuve que ça a un effet sur l'emploi. Et d'autre part, les politiques de lutte contre la pauvreté, ce n'est pas d'abord des politiques de l'emploi, c'est d'abord des politiques sociales comme il y en a toujours eu. Et on maintient des minima sociaux à des niveaux qui produisent des effets sociaux durs, violents. Et donc c'est de la pauvreté pour les ménages, de la débrouille, la difficulté aussi à retrouver un emploi, et on va retrouver un emploi en miettes plutôt qu'un emploi stable et de qualité, etc. Et donc on peut effectivement d'abord s'écharper avec les autres économistes et montrer qu'on n'a pas vraiment d'effet sur le fait que si on augmentait le RSA de 150 ou 200 euros, ça créerait du chômage, même s'il y a une obsession là-dessus. Et par ailleurs, dire mais le RSA, c'est pas que ça, c'est aussi les conditions de vie des gens. Et les conditions de vie de 2 millions de ménages, aujourd'hui, elles sont particulièrement difficiles. Et donc, d'un côté, il faut quelque chose sur les services publics et la gratuité des services, mais aussi, on a des minima sociaux trop faibles, et en tant que tels, il faut les augmenter pour les personnes qui en vivent. Est-ce que cette thèse que tu qualifies d'obsession du côté de plusieurs gouvernements successifs, elle ne peut pas nous permettre finalement de juger que l'économie, enfin plutôt les politiques économiques, ont une dimension presque plus morale que basée sur les faits aujourd'hui? À la fin, les choix économiques sont toujours d'abord politiques. Et globalement, tu m'as invité moi et tu n'as pas invité quelqu'un d'autre. Et donc, globalement, les politiques vont aller chercher les économistes qu'ils aiment bien et qui vont dire des choses qui leur plaisent. Et, non, je ne connais pas ce monsieur, c'est pas vrai. J'ai voulu inviter à la main qui n'était pas disponible, alors j'ai appelé Mickaël, quoi. Bon. Et donc c'est vrai un peu dans tous les camps. Et donc au final, les choix, y compris... et d'ailleurs, il n'y a peut-être que les économistes qui croient que les politiques font d'abord des choix éclairés à la recherche d'un indicateur. Quand on fait des aides aux entreprises, ça peut être une stratégie de politique économique. On peut aussi répondre à une clientèle politique. Donc, il y a toujours un petit peu des deux. Il y a des allers-retours. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire en économie. Ça ne veut pas non plus dire qu'on peut tout faire. Globalement, demain, on est capable d'augmenter les salaires à l'infini, de taxer les riches, etc. Comment, avec quel rapport de force politique, etc. Donc, l'économie, elle peut trouver des choses, des incompatibilités, tracer les lignes d'un arbitrage, mais au final, les délibérations, elles restent politiques. Et j'ai envie de dire tant mieux, les quelques expériences où on met des experts au pouvoir sont souvent imbus de leurs propres croyances, et puis démocratiquement, c'est pas souhaitable. Et cette discussion sur comment on qualifie une politique économique, peut-être qu'elle peut nous amener à revenir même sur ce qu'est le macronisme. On commence à avoir un peu de recul depuis malheureusement plusieurs années. Au début, on se disait 5 ans, c'était déjà long, ça fait un peu plus. Mais comment toi, en tant qu'économiste, donc qui suit l'évolution de l'État social et des politiques sociales, comment tu juges finalement la spécificité du macronisme? C'est quoi une politique économique macroniste dans ce pays? Alors dans le champ que je connais, qui est l'État social, les politiques sociales, ma grille de lecture, alors qui va piquer chez Karl Polanyi, il est à la mode en ce moment, qu'on a développé avec Jean-Claude Barbier, c'est de dire que dans le monde avec une faible croissance que je décrivais tout à l'heure, la protection sociale traditionnelle en France, un peu bismarckienne, elle avait tendance à donner une sécurité sociale en démarchandisant une partie du revenu. Il y a une partie du revenu qui vient de la vente de la force de travail en emploi, et puis il y a une partie du revenu qui est socialisée, c'est les assurances sociales collectives qui produisent ça. Et globalement, les politiques libérales des dernières années, ou néolibérales, ont eu tendance à désarmer la négociation salariale en se disant il faut qu'on soit moins cher pour des histoires de compétitivité. Donc il y a eu les lois Macron, il y a le point d'indice qui est gelé, etc. Donc on désarme les salaires, y compris aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de croissance et donc il n'y a pas beaucoup de perspectives salariales. Et face à ça, on va avoir tendance à essayer d'avoir un palliatif pas très ambitieux en termes de croissance ou de transformation sociale, qui est de remarchandiser, c'est-à-dire de démanteler à la marge, mais quand même de manière conséquente, des éléments de l'État social, soit en le faisant reculer carrément. Donc c'est ce qui va se passer du côté du chômage. On coupe une protection, ce qui se passe du côté des retraites. On intensifie la concurrence entre salariés aussi pour essayer de gratter un peu. Donc
cette démarchandisation, ou alors on fait face à des besoins croissants, et là on n'a même pas besoin de bouger, juste on ne bouge pas, mais les besoins sont croissants, donc ça se privatise et ça se dégrade de soi-même. C'est ce qu'on voit dans l'enseignement supérieur, par exemple. Il y a des effectifs qui explosent, on ne bouge pas sur les effectifs enseignants, etc. Et du coup, on privatise et on développe le secteur privé. Donc le macronisme, pour moi, n'a pas vraiment de pensée du social très avancée, mais c'est plutôt une politique de retour en arrière, de remarchandisation d'une partie des choses, en disant, et donc ça nous laissera la possibilité soit d'être moins couverts, moins protégés, soit d'avoir recours à des systèmes privés pour se couvrir, qui peuvent être plus chers, moins efficaces et qui sont très certainement moins justes, type retraite supplémentaire. Il y a des pays, des gens, ou même en France, des gens dont la perspective, c'est de se payer les 2 années de retraite qui va leur manquer par le recours à un fonds de pension. Et cette politique de démarchandisation que tu évoques à l'instant, parfois elle prend la forme aussi de ce qu'on appelle la fiscalisation, c'est-à-dire on supprime des cotisations sociales qui passent par la Sécu et on met en place des impôts qui sont gérés plus directement encore par le Parlement et le gouvernement. Et dans tes travaux, toi tu es revenu déjà sur ce sujet-là, sur ce basculement, et notamment en montrant quelque chose qui n'est pas du tout évident et qui vient battre en brèche un argument du gouvernement. Tu as pu montrer que les cotisations sociales, elles ont un rôle de redistribution qui est tout aussi important que l'impôt dans beaucoup de pays. Ouais, alors il y a plusieurs éléments dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, globalement, depuis 30 ans en France, on s'est beaucoup posé la question de comment payer la même protection sociale, mais différemment. On était très effrayés par notre niveau de cotisation sociale. On cherchait à les déplacer, alors on les a déplacés sur la TVA, on a fait des exonérations. Et l'obsession, c'était on va payer la même chose, mais différemment. Là, la petite nouveauté avec les derniers gouvernements, c'est qu'on cherche à payer moins, donc à faire carrément reculer, en tout cas face aux besoins, l'assurance chômage, à faire des économies, c'était dans les programmes, des économies sur les budgets sociaux. Je n'ai pas lu l'interview du Point d'Emmanuel Macron, mais il voit clairement dans les budgets sociaux des sources d'économies. Donc il y a vraiment une question de faire reculer l'enveloppe. Ça, c'est le premier point, et c'est là où on voit clairement une remarchandisation du revenu. C'est-à-dire que moins de sécurité dans un monde qui, par ailleurs, est plus incertain. Et donc, plus de dureté. Le deuxième point dans ta question sur les cotisations, moi j'ai beaucoup travaillé, notamment avec ma collègue Elvire Guillot, sur ce qu'on appelle les leviers de la redistribution, les circuits entre prélèvements sociaux, prélèvements obligatoires, services publics et redistribution monétaire. Et globalement, les cotisations sociales, chez les économistes, n'avaient pas très bonne presse, avec l'idée qu'elles peuvent être régressives, ce qui parfois est le cas. C'est-à-dire que les taux de cotisation peuvent être moins élevés à des salaires très hauts, mais ce n'est pas toujours le cas. L'expliquer, le côté régressif. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui, mais historiquement, il y avait un plafond de la sécurité sociale qui faisait que les taux de cotisation étaient supérieurs pour les salariés en dessous de 2 SMIC que pour les salariés qui étaient au-dessus de 2 SMIC. Et donc, on pouvait avoir une courbe de taux de cotisation qui était plus haute pour un salarié proche du SMIC qu'en dessous. Ça a beaucoup évolué, c'est moins le cas. Et donc, les cotisations sociales n'avaient pas très bonne presse, et puis on disait on taxe le travail, etc. Et en fait, dans nos travaux, ce qu'on montre, c'est que quand on regarde l'ensemble de l'articulation cotisation et impôt sur le revenu, finalement, en France, on finance des choses par cotisation qui sont payées par l'impôt sur le revenu, mais que le sandwich de l'ensemble n'est pas beaucoup moins progressif en France que dans d'autres pays. On a un système fiscal qui globalement est progressif, sauf sur les très 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 riches, mais qui a un sujet particulier qui relève davantage de l'impôt sur les sociétés ou des niches fiscales sur l'impôt sur le revenu, mais globalement, on a un système qui est un peu progressif. Donc ça, c'est un deuxième point. Les cotisations sociales ne sont pas en soi un adversaire. Et puis le troisième point, qui est sans doute pour moi le plus important, j'ai dit en France pendant très longtemps, et notamment les gouvernements de gauche se sont demandé comment financer différemment la même chose. Or, si on veut réduire les inégalités, il y a une question d'augmenter l'enveloppe. C'est-à-dire pas financer différemment la même chose, mais comment on va faire face à des besoins croissants. Et par exemple, alors ça dépend de quoi on parle. Si on parle retraite, c'est un peu différent. Mais quand on parle de l'assurance maladie, les cotisations à l'assurance maladie ou la CSG, même parfois la TVA aujourd'hui, c'est en gros proportionnel au revenu. Donc vous payez X% de votre revenu et qui est à peu près le même à tous les niveaux de revenus. Donc on pourrait se dire que ce n'est pas très progressif, ça ne redistribue pas beaucoup. Mais ce qui redistribue énormément, c'est le fait qu'on va couvrir en dépenses les besoins pour tout le monde au même niveau.
Et globalement, prendre 10% de son revenu à un riche, c'est lui prendre plus que quand on prend 10% de revenu à un pauvre. Et donc, quand on fait le bilan distributif, même si on n'est pas sur des prélèvements sociaux qui sont très progressifs, si vous avez la santé gratuite ou l'école gratuite, financée par un prélèvement qui n'est pas très progressif, vous réduisez vraiment effectivement les inégalités. Et donc, l'espèce de message, c'est de dire, c'est important de se poser la question de la progressivité. Travaux de Gabriel Zucman, de Thomas Piketty, d'Anne-Laure Delatte, nous montrent qu'il faut penser à taxer les riches. J'ai vu des t-shirts, et sans doute les très très riches. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, globalement, c'est quand même les salariés à la fin qui se payent leurs services publics et leur protection, donc c'est pas aussi facile que ça. Et puis la deuxième chose, c'est que il n'y a pas simplement la question de la progressivité, il y a la question du volume qui est importante. Qu'est-ce qu'on rend gratuit? Qu'est-ce qui est semi-gratuit? Qu'est-ce qui est payant? Et cette question d'avoir des assurances sociales ou des services publics gratuits, ça peut être au moins, voire plus redistributif, nous montrent certains travaux de l'INSEE, que de simplement jouer sur la courbe des taux. Est-ce que c'est 3 ou 4 tranches à l'impôt sur le revenu? Donc évidemment, il faut tenir les deux, mais un peu le message intellectuel à la gauche, c'est de garder en tête que la progressivité, la réforme fiscale, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la question. La question de la taille du secteur public, de la taille des assurances sociales est au moins aussi importante. Et ça, c'est des sujets dont on a eu l'occasion de parler à de nombreuses reprises. Et aussi, lorsqu'on a eu la chance d'être invité, lorsqu'on discutait par exemple notre programme L'Avenir en commun. Et on a eu à ce moment-là des échanges qui étaient assez intéressants sur le rôle et l'apport d'un économiste par rapport à un programme politique. Puisque, tu me dis si je trahis ta pensée, mais je ne pense pas, j'essaye de le résumer rapidement. Disons que si je te suis, le contexte change toujours très vite dans notre société. Les choses évoluent rapidement, de mois en mois. Et donc, il y a toujours une difficulté à utiliser notre programme politique pour répondre aux questions du quotidien. Est-ce que c'est ça, à peu près, le résumé très rapide de ta critique très légère, extrêmement légère, que tu as pu avoir dans nos discussions antérieures? Bon, on est entre nous, donc on peut... On est entre nous. Bon, alors d'abord, pour être tout à fait honnête, il se trouve que dans le cadre des discussions, moi j'ai pas trop été en amont du programme, mais parce qu'on a plutôt discuté après, chronologiquement. Bon, donc voilà. La prochaine fois, promis. On t'appellera 6 mois avant. Que ça bosse parmi les économistes en général de gauche, que ça échange, qu'il y a des échanges qu'on voit, qu'on se pose des vraies questions, qu'il y a des perspectives différentes. Donc, là, on voit ça ici, ailleurs aussi, donc, dans la NUPES, mais ailleurs. Enfin, voilà, il y a une dynamique qui est intéressante et on se pose des questions de fond. Peut-être ce que tu appelles ma critique. Donc, c'est évidemment, moi je trouve ça très bien que les arbitrages politiques, ça soit politique. Donc, c'est vos modalités de délibération collective qui vont choisir le programme. Et ce n'est pas les économistes qui font les réglages. Ils peuvent être dans la discussion, comme on le fait là, etc. Par contre, il y a une question peut-être militante du rapport au programme, en tout cas du point de vue économique. C'est pas parce qu'on est beaucoup d'économistes et qu'on se pose des bonnes questions. Et c'est pas parce que le gouvernement, des fois, s'assoit un peu sur la raison économique qu'on a des réponses à tout et qu'on a une dream team d'économistes qui pourraient, comme ça, prendre les rênes. Parce que les choses se passent pas comme ça. Quand je regarde le programme d'Avenir en commun, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup. Il y a vraiment deux visions de l'économie et ça, c'est assez clair. Il y a globalement une espèce de tentative de renouveau néolibéral d'Emmanuel Macron, un peu inspiré des années 80 avec de la remarchandisation, on voit à peu près où ça va. Et il y a une perspective alternative qui est dessinée de manière assez claire, qui est gouvernée par les besoins. Et je comprends le cadre que ça fixe. Et donc ça fixe un cap. Et dans ce cap, après, il y a des éléments programmatiques qu'on retrouve dans le programme, etc. Et donc, la manière dont je comprends, mais c'est ma lecture, et encore une fois, je ne prétends pas c'est que le cap est assez clair, il y a des éléments programmatiques qui sont là, mais au final, le contexte économique, les défis environnementaux, mais aussi l'instabilité économique font que on peut vouloir, et je pense qu'on a raison d'ailleurs, de rechercher à mettre en place de la planification, mais on ne sait pas ce qu'on va planifier et on ne sait pas ce qu'on aura en face de la planification au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an.
en termes d'attaques spéculatives, en termes de bras de fer avec l'Union européenne, en termes de marché du travail, etc. Et donc c'est important la manière dont on... C'est pas parce qu'on travaille beaucoup et on a raison de le faire qu'on aurait réponse à tout et on aurait entre guillemets, des solutions. Il y a des choses sur lesquelles on a vraiment des solutions techniques, des choses que je ne connais pas, peut-être sur les points environnementaux, par exemple, sur le marché du travail, sur des questions sociales. Il y a des points où on peut avoir des améliorations immédiates et concrètes. Il y a un cap. Et puis après, gouverner l'économie, c'est faire face à des incertitudes dures, des rapports de force. Ça dépend aussi du rapport de force électoral, économique, social. Et donc ça, quand on a un programme, il faut... le comprendre, le prendre avec et articuler cette incertitude-là. Voilà. Et moi, si je partage en grande partie cette approche, j'en ai une déduction, on va dire une version forte de la déduction, c'est qu'en fait, il faut se méfier des experts à tous les niveaux de décision et qu'il faut remettre entre les mains du plus grand nombre beaucoup de choix économiques. C'est comme ça que j'interprète ça, en disant, bien sûr que le contexte est toujours très changeant et que chaque moment d'application d'un programme, il se joue de façon imprévue. C'est-à-dire, il peut y avoir une crise X ou Y, une banque s'effondre. Alors évidemment, il faut toujours choper l'opportunité. Une banque s'effondre, on la rachète à 1 euro symbolique. Bon, voilà, des trucs comme ça. Mais il faut savoir toujours utiliser le contexte, bien sûr. Mais est-ce que la conclusion de cet usage du contexte, c'est pas justement remettre entre les mains du plus grand nombre, le plus vite possible, des décisions économiques, d'investissement, de choix d'entreprise, etc., qui permettent du coup de savoir ce qu'on peut anticiper. Et d'autant plus qu'on a peut-être des exemples, je pense au cas grec, où on a vu ce que donnait une confrontation avec l'Union européenne pilotée par uniquement des experts, avec assez peu de mobilisation populaire de masse, avec assez peu de démocratisation de la décision économique, et où je pense qu'on rentre dans ces conditions-là, dans l'espèce de cul-de-sac qui peut éventuellement être celui que tu évoques. Non, je pense que tu as raison. Il y a deux niveaux. Il y a une vraie responsabilité du pouvoir politique quand tu prends le pouvoir, parce que ce n'est pas le plus grand nombre qui est au pouvoir dans une organisation représentative. Il y a remettre aux mains du plus grand nombre pour définir des arbitrages, par exemple sur les retraites, ou définir un cap aussi. Voilà. Et finalement, les économistes, à mon avis, leur place, c'est de faire du ping-pong. Tu me dis, je veux aller là, et ben, je vais te dire, attention, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as regardé ça? Peut-être que l'économiste dira que c'est pas possible et que c'est possible parce que le volontarisme politique peut aller plus loin, que parfois on manque d'imagination. Mais en gros, les économistes, comme les sociologues d'ailleurs, comme toutes les sciences sociales, ils vont permettre de se poser les questions de manière non triviale, non simpliste, en amenant un peu de complexité ou de perspective. Mais au final, c'est effectivement le choix politique. Après, le choix politique, ça ne veut pas simplement dire qu'il suffit d'être pour que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des... Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les travaux, c'est comment les sociétés évoluent. Et je ne sais pas, moi, ce qu'il faut de rapport de force pour changer le partage capital-travail, ce n'est pas juste un vote à l'Assemblée. Parfois, un vote à l'Assemblée peut le déformer durablement d'un point pendant 10 ans. C'est un peu ce qu'on a vu avec le tournant de la rigueur dans les années 80. Et parfois, vous pouvez avoir une majorité à l'Assemblée et des forces sociales et économiques qui font que ça ne bouge pas. Et donc ça aussi, les sciences sociales, elles peuvent mettre en perspective ces niveaux de mobilisation politique. C'est pas pareil de gagner les élections à 50% avec une majorité relative au Parlement que d'être dans une situation de grève importante, etc. Est-ce que justement ça ne plaide pas d'autant plus pour faire de la politique économique l'objet du plus grand nombre? Par exemple, lorsqu'on défend l'extension des droits des salariés dans les entreprises, c'est aussi une manière de faire en sorte que la politique économique ne soit pas uniquement décidée par une Assemblée nationale, mais que le rapport de force soit dilué, descende dans tout le pays, et que le rapport aux actionnaires, le rapport à des groupes de personnes bien organisées et assez structurées se joue boîte par boîte. Si, je pense qu'en tout cas, les institutions sont très importantes, qu'il y a une tentative des centres de décision d'échapper aux institutions existantes, donc d'internationalisation, d'externalisation, d'avoir une politique économique en partie contrainte ou qu'on dit contrainte ou qu'on va contraindre par l'Union européenne alors que le cadre de décision est national. Et face à ça, avoir une politique qui remet en place des institutions contraignantes, qui cherche à redomestiquer la manière dont le capital circule, dont l'activité est produite, c'est la condition pour que puissent s'exercer des confrontations, des arbitrages, des rapports de force, des compromis. Donc ça me paraît extrêmement important de ne pas être juste sur des mesures quantitatives, mais de réfléchir à des institutions, y compris qui survivent aux alternances, par exemple. Parce que depuis le début de notre discussion, on emploie souvent la notion de politique économique. Et en fait, est-ce qu'on n'a pas un petit abus de langage
à faire comme si c'était forcément public, une politique économique. Est-ce qu'en France, le capital privé n'a pas aussi sa politique économique, qui n'est pas forcément celle qui est menée par un gouvernement ou celle qui est menée par les salariés lorsqu'ils ont des leviers de décision en CSE, en feu CHSCT, etc. Est-ce qu'on n'est pas dans un pays où un des enjeux, c'est la pluralité en fait, des politiques économiques qui sont menées à un instant, à un même moment? Je m'étais pas posé la question comme ça. Évidemment, il y a des grands groupes qui ont leur propre politique et qui essayent de l'imposer. On peut penser, je les connais pas très bien, mais aux grands groupes internationaux. Et une politique économique évidente, c'est l'évasion fiscale de masse qui fait qu'on va mettre une boîte aux lettres au Luxembourg pour organiser l'évasion fiscale. Il y a aussi quelque chose d'assez particulier en France, c'est un peu l'inverse. Il y a une sorte de relation très mixte entre, je veux dire, les entreprises sont perfusées par des mesures de politique publique quasi permanentes. C'est-à-dire que tous les 4 ou 5 ans, on a une grosse mesure de politique publique qui vient servir de béquille ou qui organise un peu les bilans des entreprises à très grande échelle. Les exonérations de cotisations, boum, paquet de milliards. Et puis quand c'est épuisé, on fait une deuxième vague. Et puis quand il n'y en a plus, on fait le crédit impôt recherche. Et puis après, on fait le CICE. Et puis après, on fait les prêts garantis par l'État. Ce qui fait que le capitalisme en France, c'est un capitalisme qui est en permanence interdépendant avec les aides publiques. Ce n'est pas forcément que de l'argent qui est mis dans la poche des actionnaires, ce n'est pas uniquement ça, ça peut être réparti en baisse de prix, en salaire en partie, mais on a une forme d'administration qui n'est pas dirigée. C'est-à-dire que, voilà. Et donc les politiques économiques, tu as sans doute raison, il y a celle des groupes, des boîtes au niveau local, mais il y a aussi une politique économique qui consiste à... où il y a un État très fort, mais en même temps qui ne se sert pas de cette force et de cet argent qu'il distribue pour structurer une politique économique, industrielle, d'emploi. Et donc ça coûte cher et ça ne nous permet pas vraiment de piloter. Et finalement, juste avant de faire circuler un peu le micro pour que toutes les personnes qui t'écoutent depuis des mois puissent enfin poser les questions qui leur brûlent les lèvres et que France Inter n'a pas pris au téléphone lorsque tu y étais. Ah, je vois qu'il y a eu 200 appels. Donc, finalement... Oui, tu as bien raison. Moi aussi, on est en train de griller. Finalement, si jamais, effectivement, on a donc un volet qui est un programme politique, c'est ce qu'on veut. C'est pourquoi on se bat. Après, il y a le moment et les conditions d'une arrivée au pouvoir. Et là, on fait des plans. Les plans, c'est ce qu'on peut. Il y a le programme, c'est ce qu'on veut. Il y a les plans, c'est ce qu'on peut, avec une chronologie de la manière dont on l'organise, dans un rapport de force déterminé. Si on peut aller plus loin, on va plus loin, tant mieux. C'est bon. Et dès lors, une fois qu'on est dans cette perspective d'imaginer l'accès au pouvoir, quel est le conseil de l'économiste pour se préparer à cette arrivée au pouvoir? Qu'est-ce qu'il faut anticiper que parfois en politique, on ne pense pas comme grand contexte, comme grande évolution, comme grande résistance? Allez, je fais une question finale, mais il faut on va muscler, quoi. J'en ai mentionné quelques-unes et c'est des questions qui sont déjà présentes dans la réflexion des économistes. Je pense à ce que font Aurélie Trouvé, Éric Baer, Cédric Durand et autres. Mais parmi les questions auxquelles... Il y a une question clairement sur le rapport à la croissance, qui n'est pas juste une question morale, c'est à quoi on se prépare en matière de croissance. Et je suis un peu agnostique parce que je ne connais pas très bien ces sujets-là, mais donc je l'ai esquissé... voilà, comment on répartit une situation où on n'est plus dans une dynamique de prospérité. Il y a une question de fond de donc ça c'est Anne-Laure Delade qui va travailler dessus plutôt, quelle est l'échelle à laquelle on est capable de réimposer, ou Gabriel Zucman, un impôt sur les sociétés dans des cadres européens et nationaux. Il y a évidemment les questions de dette publique, de taux d'intérêt et de politique monétaire. C'est-à-dire qu'un gouvernement, quel qu'il soit, et a fortiori de gauche, ou parfois de droite d'ailleurs, ou d'extrême droite, pourrait faire l'objet d'un chantage au taux d'intérêt, et quels seraient ces éléments pour réagir à ce chantage. Il n'est pas forcément désarmé face à ça. Bref, donc il y a beaucoup de questions qui sont... et puis il y a aussi le rapport de force sociale et politique entre employeurs, salariés, voilà. Donc c'est autant d'éléments de contexte. Alors selon les époques, ce n'est pas forcément les mêmes éléments qui sont mis en avant. Il y a clairement des espaces pour souvent les économistes manquent d'imagination et de volontarisme politique peut se créer des espaces. Et en même temps, si peut-être moi la question que j'aurais envie de poser, c'est une question de priorisation. Vous arrivez au pouvoir, vous avez le programme, vous avez le plan, ça se corse.
quelle est la première chose à faire qui va permettre de rendre possible les suivantes dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Quel est le degré de priorisation? Comment on enclenche une dynamique, y compris une dynamique de soutien politique? Parce qu'on sait, et ça et Sciences sociales le montrent, qu'il y a des statuts, des politiques du marché du travail, des politiques sociales qui elles-mêmes vont créer leur propre soutien politique derrière. À l'inverse d'ailleurs, quand Emmanuel Macron va promouvoir une société plus ubérisée, à moyen terme, il va avoir tendance à saper un petit peu le soutien politique aux protections traditionnelles du salarié. Donc, ma question, elle serait plutôt de ce côté, évidemment les défis, mais aussi la priorisation, en ayant quelques mesures qui vont en rendre d'autres possibles. Et aussi, enfin, on sait qu'il y a des alternances, et à la limite, tant mieux. Quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place assez rapidement qui produisent des effets 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard? Aujourd'hui, on est encore protégé par des mesures qui ont été mises en place parfois par la droite, parfois sous la pression du mouvement social, parfois par la gauche, il y a très longtemps et qui produisent des effets très longs. Je pense, je sais pas moi, les aides au logement pour les étudiants, c'était quelque chose qui a produit des effets très longs. La sécurité sociale, les congés payés, bon, bref, le droit du travail aussi. Et donc, dans un programme, il y a aussi ça. On va passer à un moment, c'est pas juste une histoire de curseur, parce que ça peut être balayé très vite, et aussi construire des institutions un peu durables. Bon, le commissaire aux affaires sociales a envie de répondre, évidemment, c'est rétablissement de la grande sécurité sociale démocratique avec caisse unique. Mais bon, ça, c'est juste parce que je suis dans ma commission et j'en fais la promotion. Je vais confier le micro à Héloïse pour les quelques interrogations que vous pouvez avoir. Peut-être on les prend par paquet de 3. Ça te convient ? Voilà, je voudrais poser la question alors, aux députés et à l'économiste. Dans le livre de Les Parasites de Nicolas Framont, il parle du cas de Michelin, qui a reçu 65 millions de subventions CICE, qui a acheté des machines et a fermé l'usine et a mis les machines qu'il a achetées dans les pays étrangers. Et il a remboursé, il s'est dit, je rembourse ce qu'avait donné la région, ça il ne pouvait pas faire, et il a dit, je ne rembourse pas le CICE, parce qu'il n'y a aucune réglementation qui m'oblige. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Merci. Bonjour. Vous avez mis en avant quand même le fait que dans tous les modèles économiques, il y a des tas de paramètres et des paramètres qui varient avec le temps. Et je n'ai pas entendu parler ni d'écologie, ni de climat, Et du coup, j'aimerais bien savoir comment... J'ai l'impression que ce n'est pas du tout pris en compte dans la réflexion économique. Parce que demain, tout peut être mis par terre par l'urgence écologique. Et tous vos modèles, tous vos schémas peuvent devenir complètement obsolètes du jour au lendemain. Voilà. Oui, dans la dernière question de votre interlocuteur, il y avait le problème de ce que vous avez appelé la priorisation. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier pour éviter de perdre le soutien populaire? Justement, je crois que c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans les pays d'Amérique du Sud, où il y a eu un mouvement de gauche qui a installé des réformes intéressantes. Et puis, peu à peu, il y a eu une opposition et se sont trouvés en grande difficulté. Est-ce que vous pensez que dans un pays comme le nôtre, qui n'est quand même pas pareil, ça pourrait se passer comme ça aussi? Non, on a dit 3. Bon, pour le CICE, pour aller vite, je ne connaissais pas cette histoire racontée comme ça, mais elle est tout à fait crédible. La politique du CICE, ça consiste à dire on va donner beaucoup d'argent aux entreprises en espérant qu'on va baisser le coût du travail. En gros, on va les subventionner pour chaque salarié, on va leur donner 6% du salaire brut, en espérant que ça les incitera à embaucher. Et en fait, ce que nous montrent les études économiques, c'est que dans la plupart des cas, si je vous donne des tickets en espérant que ça vous incitera à aller à la buvette boire des cafés,
Peut-être qu'on va augmenter un peu le nombre de cafés, mais peut-être que vous ferez ce que vous voulez avec vos tickets, les revendre, aller manger de la pizza, etc. Et globalement, quand on donne de l'argent aux entreprises, elles font ce qu'elles avaient prévu de faire, mais avec plus d'argent. Donc si elles avaient prévu de fermer, de ne pas embaucher, elles prennent l'argent, elles font autre chose. Si elles avaient prévu d'augmenter les salaires, de baisser leurs prix, elles font la même chose. Et donc c'est le principe de ces aides dont je parlais tout à l'heure, CICE, CIR, etc., qui n'ont aucune condition parce que la stratégie économique qui était mise en place à l'époque, c'est une stratégie d'incitation sans contrôle et avec une pensée un peu magique de l'efficacité. C'est pas parce que moi je vous donne de l'argent en pensant que vous allez faire ceci que vous allez vraiment le faire, et les entreprises non plus. Et donc on a beaucoup arrosé les entreprises en ayant une pensée magique sur investissement et emploi. En fait, toutes les études montrent que ça a eu quasiment aucun effet ou très faible sur l'emploi, que ça a coûté très cher et que l'argent est parti dans d'autres choses, parfois chez les actionnaires, parfois dans les salaires, parfois dans les prix, etc. Alors, la question de la crise écologique, à mon niveau, mais parce que je suis, comme beaucoup, en retard sur ces questions écologiques, et je le reconnais, je les mets dans la question de la croissance. C'est-à-dire quand je parle d'un monde avec peu ou pas de croissance, ça peut être à la fois pour des raisons purement macroéconomiques il n'y a plus de gains de productivité, etc., mais aussi parce que je me rends bien compte qu'il n'est pas sûr que la croissance soit possible ou souhaitable à des conditions écologiquement soutenables. Qu'il y a une interrogation lourde et probablement que ce n'est pas possible d'avoir un rythme de croissance soutenu à un haut niveau et décarboné. En vrai, je ne le sais pas, donc je suspends mon jugement d'un point de vue expert, c'est pour ça que je reste très prudent, un peu. Mais quand je dis un monde sans croissance, c'est d'abord ça, c'est-à-dire. Alors, il y a deux versions chez les économistes. Il y en a qui disent la condition va coûter tellement cher qu'il faut prévoir dans notre revenu une ponction pour payer la transition, les investissements, l'isolation, etc. Et puis, il y a une autre version qui est de dire de toute façon, il ne faut pas de croissance parce que la croissance aujourd'hui, elle est carbonée en tant que telle. Et puis, il y a une troisième version qui est de dire en fait, on va créer d'autres richesses qui sont décarbonées. Voilà. C'est un peu le panel. Et donc, quand je dis il faut penser la sécurité dans un monde sans croissance, et c'est changer de logiciel par rapport au logiciel de l'après-guerre. C'est là où moi je mets écologie, mais évidemment ça n'épuise pas le sujet. Et après, j'ai des collègues qui travaillent plus précisément là-dessus et qui vont plus loin là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut... Ouais. Est-ce que le soutien populaire est... J'en sais rien, y compris, je pense que les questions qui génèrent elles-mêmes leur soutien politique sont des questions qui sont construites politiquement patiemment, des choses qui sont mises au centre des enjeux, une mobilisation collective pour obtenir quelque chose. Dans mes domaines de connaissances, les sujets que je connais, c'est la question de l'école, des services publics en général, donc école, santé, transition écologique et retraite chômage. Et puis le rapport au travail. Mais donc c'est des institutions qui concernent suffisamment de monde pour être un facteur de mobilisation collective et pour lesquelles sans doute une avancée structurante peut créer une sorte d'engouement et d'engagement. Mais il n'y a pas de science pour ça. Enfin, si, il y a des sciences, mais il y a aussi une pratique et des dynamiques politiques à construire. Mais en tout cas, effectivement, il y a des choses... En gros, dans les programmes économiques, il y a une dimension purement technique de clientèle et puis il y a une dimension de quelles alliances politiques et sociales on cherche à construire. Clairement, quand vous prenez la droite ou une partie de la droite, elle cherche parfois à créer une alliance des contribuables entre les très riches et les beaucoup moins riches, en essayant de dire tous ensemble contre l'impôt, tous ensemble contre les prélèvements obligatoires, etc. Et elle crée des alliances comme ça, en disant, vous écoutez le gouvernement, baisse d'impôts. Alors, des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai, etc. Mais essaye de créer des alliances de contribuables. L'alternative de gauche, c'est créer une alliance des usagers des services publics ou des assurés sociaux, et qui va recouper l'autre. C'est-à-dire les deux ne sont pas possibles en même temps. C'est-à-dire soit il y en a une qui se met en place, soit c'est l'autre, quoi. Et donc il faut, dans les programmes, réfléchir à ça. Et alors c'est ce que Bruno Amable ou Stefano Palombarini parlent d'espaces politiques qui vont créer des médiations entre des groupes sociaux qui ne sont pas homogènes, mais qui peuvent se retrouver dans un programme où ils vont retrouver des intérêts communs historiquement, en France, ça a été les services publics, la sécurité sociale et le droit du travail qui créent ces espaces communs, mais en ayant en tête qu'il y a des gens qui restent aux marges de ça. Donc ça, on arrive à les inclure, des gens qui bénéficient pas, qui n'ont pas bénéficié des couvertures pendant le Covid parce qu'ils étaient en dehors de la sécurité sociale. Soit on arrive à les inclure, soit il faut trouver des... Pareil, il y a des gens qui ne sont pas salariés, donc est-ce qu'on arrive à les inclure ou est-ce qu'il faut trouver des espaces qui conjuguent les deux, quoi.
Bonjour. Je voudrais revenir sur deux choses très rapides. La première, c'est dans la légère critique que vous émettiez concernant notre éventuelle arrivée au pouvoir et l'avenir en commun. Pour revenir sur les retraites, vous, est-ce que, nous évidemment ici tous, mais vous, est-ce que vous estimez plausible, avant, dans une échéance assez rapide, le retour à une retraite à 60 ans? Et si oui, à quelle échéance? Et si oui, au moyen de quel levier financier et budgétaire? Donc, du coup, répondez oui pour répondre à la suite. Et la deuxième chose, c'est qu'on sent dans votre, disons, la philosophie de votre propos, la nécessité est de repolitiser l'économie à travers l'expression économie politique, justement, et l'articulation est centrale entre économie et politique, et qui contrevient à une autre expression que vous n'avez pas utilisée, et heureusement, à l'expression loi économique, comme si il y avait une loi comme il y en a pour la nature. Et nous, on nous a argué que, puisqu'on vit plus longtemps, on travaille plus longtemps, comme dire la Terre tourne sur elle-même, donc il y a une alternance entre le jour et la nuit. Et le fait justement de repolitiser et de le sortir de cette espèce de théorie selon laquelle c'est une science exacte, je parle de l'économie, est-ce que ça a guidé aussi votre propos pendant tous ces mois? C'est-à-dire, en fait, la politique, il y a ça, choisissez. Ce sont des décisions humaines. Je voudrais commencer par une petite question sous forme de provocation un petit peu. Quand on dit taxer les riches, est-ce que, d'une certaine manière, on ne légitimerait pas l'idée que l'argent qu'ils ont, il est légitime et qu'ils l'ont gagné comme des gentils patrons, etc. Et qu'ils gagnent beaucoup en ce moment au loto, mais ils pourraient partager. Ben non, parce que moi, pour reprendre l'exemple du CICE, j'ai l'impression que beaucoup de choses se passent comme si c'était les nouveaux seigneurs. Mais au lieu de nous taxer directement, la dîme et la gabelle, ils passent par l'État et ils ne réclament pas de l'argent parce qu'ils sont bien nés, mais ils réclament de l'argent parce qu'ils vont créer des emplois ou parce qu'ils disent créer des emplois pour les gueux. D'accord ? Et la question se pose que le marché s'est organisé avec l'État, l'Europe, etc., à ce que les patrons, ils ont leur marché assuré. Ils vont gagner tous les marchés. Actuellement, il y a eu un rapport du Sénat qui nous dit que la France a 10 ans de retard sur les travaux qu'ils auraient dû faire sur le réseau ferroviaire. D'accord ? 10 ans par rapport à leurs voisins européens. Et si on va voir dans le site France Relance, eh bien, Bruno Le Maire, il se vante de faire quelques chantiers à quelques millions d'euros sur le réseau ferroviaire, alors qu'il faut investir massivement pour que ça ait une conséquence au niveau climatique. Enfin, du dérèglement climatique. Donc, en fait, les patrons, ils s'en font pas et on ne peut pas faire de rapport de force, à mon sens, où vous allez me dire le contraire, peut-être j'ai tort, tant qu'on n'a plus la possibilité d'avoir des entreprises nationalisées qui ont le marché, qui choisissent des matériaux, qui choisissent des méthodes, qui récoltent des brevets et qui, font le travail correctement. D'accord ? Sans assurer une rente au patronat, il me semble. Est-ce que c'est encore possible ou est-ce que ce n'est plus du tout possible au stade où nous en sommes ? Merci beaucoup. Oui, bonjour. On vient d'entendre qu'il fallait repolitiser l'économie. Je n'ai pas le sentiment que le MEDEF, et notamment Bernard Arnault, qui dans le cadre de la défiscalisation est le champion du monde, puisqu'il est le plus riche du monde. Donc dans ce pays, il y a quand même un peu d'argent. Il faut rappeler également que le budget de l'armement, c'est 413 milliards.
Ce n'est pas pour distribuer des roses, je pense, qu'il a été budgété à ce niveau prohibitif. Et enfin, je suis étonné que vous ne nous ayez pas parlé de la CADES. Ce serait intéressant, d'autant que si j'en crois les prévisions, elle devrait s'éteindre en 2024. Et je crois qu'il reste un peu d'argent pour financer les retraites et les ramener à 60 ans. Ouais, je crois, mais tu vas m'aider. Bon, la retraite à 60 ans. Je vais essayer de le dire dans l'ordre. C'était le cas il y a 13 ans dans ce pays. Il y avait la retraite de droit à 60 ans pour les gens qui avaient atteint le taux plein à cet âge-là. Et on vivait pas sur une planète complètement différente. Donc c'est un peu dur de dire que c'est complètement impossible. Premier point. Deuxième point, ça dépend les modalités qu'on choisit, mais quand on fait les chiffrages, ceux de la FI me paraissent dans les bons ordres de grandeur. Ça coûte très cher. Ça veut dire une mobilisation très importante de ressources où qu'on les prenne. Alors il faudrait soit des augmentations conséquentes de salaire, soit des hausses de cotisations, etc. C'est un gros mouvement. Dans le programme, c'est pas un petit truc. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que si vous me demandez les questions qui se posent au système de retraite, j'ai tendance à dire qu'il y a des horizons différents. Il y a des choses qui coûtent un peu cher, mais pas trop, et qui sont des améliorations de court terme envisageables et qui seraient des grosses améliorations. En gros, avoir un revenu minimum garanti pour les retraités, un vrai, vous savez, les 1 200 € là. En fait, c'était dans votre programme, le programme de la NUPES. Il y avait 1 064 € minimum garanti pour tous les retraités. C'était même pas 1 200, c'était 1 064. Et c'est un vrai élément très important de réduction de l'écart d'inégalité femmes-hommes. Donc ça coûte cher, mais ce n'est pas les mêmes ordres de grandeur que la retraite à 60 ans. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui pourrait être fait pour les gens qui ont plusieurs pensions, polypensionnés, avoir un mode de calcul qui soit au plus favorable et qui ne soit pas très erratique selon qu'on ait un bout de carrière dans le public, un bout de carrière dans le privé. Troisième élément, supprimer, du côté des minimums retraites, ne pas pousser les gens à aller à 65 ans pour avoir l'ASPA, le minimum vieillesse, ou avoir une décote s'ils n'ont pas atteint 67 ans. Donc il y a une série de choses qui sont des choses qui sont moins ambitieuses et qui pourraient sensiblement améliorer les choses. Dernier élément, ce n'est pas une question absurde, parce que même sans aller à la retraite à 60 ans généralisée tout de suite, il y a des personnes d'abord qui ne sont plus en emploi à 60 ans et qui n'y retourneront pas, et qu'on maintient en invalidité ou au chômage ou au RSA. Et on est très, très, très en deçà d'une prise en compte conséquente de la pénibilité. Et donc, à tout ça, on peut rajouter, pour des raisons politiques de mobilisation, pour des raisons sociales ou de vision du monde, la retraite à 60 ans. C'est une étape supplémentaire. Et clairement, cette étape supplémentaire, elle coûte cher, sachant qu'à moyen terme, il y a une autre question qui se pose, qui n'est pas que la retraite à 60 ans, qui est comment faire en sorte que les retraites dans 20 ans ou 30 ans ne décrochent pas. Que le niveau de vie relatif des retraités de demain, notre génération, les plus jeunes, soit pas sensiblement plus faible par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Non, mais ça commence à nous et c'est ensuite les plus jeunes. Je me demandais si c'était encore les plus jeunes, ça me faisait plaisir. Voilà. Non, nous on est au milieu. Voilà, et donc il y a tous ces horizons-là. Et donc, voilà, la retraite à 60 ans. Alors, soit c'est une conséquence d'un programme économique, de prospérité, etc. Et du coup, comme les salaires sont beaucoup plus élevés, bon. Donc vous avez compris, pour moi c'est très ambitieux. Je ne dis pas que c'est impossible, y compris parce que je crois qu'il y a des volontarismes politiques. Le jour où ils ont fait le CICE, j'y croyais pas. On va déplacer 20 milliards en 2 ans. Je manquais d'imagination pour penser ça. Donc on peut très bien avoir une imagination dans l'autre sens. Mais aujourd'hui, je pense effectivement que c'est quelque chose de très large et voilà. Donc c'est assez clair. Donc j'avance un peu, je ne réponds pas forcément dans le détail à tout. Taxer les riches, est-ce que ça ne gêne pas les riches de les taxer? Ouais.
Bon, oui, taxer les riches, je veux dire, si vous taxez quelqu'un, en même temps, vous reconnaissez sa propriété sur le revenu qu'il a. J'ai envie de dire, quand vous regardez, moi c'est un peu ma méthode, historiquement, dans le temps et dans l'espace, tous les outils existent. C'est-à-dire que des fois, on va taxer les riches, des fois, on va leur emprunter. Ça s'appelle la dette publique, c'est emprunter aux riches, en fait. Donc les taxer, c'est quand même leur redonner moins d'argent que quand on leur emprunte ou on leur paye des intérêts. On peut les exproprier, on peut nationaliser. C'est un panel de choses et ça dépend de décisions d'un rapport de force économique et sociale. J'ai un peu un côté syncrétique, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des débats sur est-ce qu'il faut que la protection sociale soit financée par l'impôt ou les cotisations. Je ne dirais pas whatever works, tout est bon. En même temps, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on a un mix de tout. Donc on peut savoir ce qu'on préfère, on peut dire tout basé sur la fiscalité à un moment donné, ça légitime, comme vous le dites, et en même temps pas se priver de cet outil sur des endroits où c'est possible. Sachant que dans la représentation qu'on a des riches, ce dont j'ai été un peu convaincu par notamment les travaux de Gabriel Zucman et Thomas Piketty, mais pas que, les milliardaires, je pense qu'il ne faut pas uniquement, même ça peut être pertinent, se les représenter comme quelqu'un qui peut s'acheter beaucoup de choses. C'est surtout des gens qui ont beaucoup de pouvoir sur l'organisation de la production. Qu'est-ce qu'on produit, comment on produit. Et donc, prendre de l'argent aux riches, ce n'est pas forcément leur prendre des euros qu'on va pouvoir redonner à d'autres gens, parce que parfois ça peut, mais ça n'est pas que ça. Il y a beaucoup de quel est le pouvoir qu'on leur laisse sur l'organisation de la production, la circulation du capital, etc. Ouais, la CADES. Je ne rentrerai pas dans les détails de la CADES parce que vraiment le soleil chauffe trop et j'ai peur d'aller trop loin. Mais simplement, dans la stratégie de remarchandisation de l'économie que veut faire le gouvernement, il pratique très ostensiblement ce qu'on appelle la politique des caisses vides. C'est-à-dire par des politiques fiscales, mettre en déficit les comptes sociaux pour ensuite présenter comme inévitables ces réformes, baisser et un tour. Le truc hyper spectaculaire, c'est l'assurance chômage. Il y a un déficit à l'assurance chômage. On fait des coupes hyper dures dans l'assurance chômage au nom de la résorption du déficit. La conjoncture économique s'améliore. Il y a un excédent dans l'assurance chômage. On dit, tiens, on va ponctionner l'assurance chômage pour financer Pôle emploi. On fait ça, demain la conjoncture se dégrade, déficit, hop, on recoupe. Donc il y a vraiment, et ça a été documenté par les sciences sociales, des options pour créer des tensions sur les comptes sociaux, les surdramatiser, puisque globalement ils ne sont pas si déséquilibrés que ça, et s'appuyer là-dessus pour présenter comme inévitables des réformes qu'on n'assume pas pour elles-mêmes. Et la CADES fait partie de ça, donc elle s'étendra en 2034, mais il y a vraiment une mise sous asphyxie des comptes sociaux, et ça Adrien connaît bien, y compris dans les débats PLFSS. Et peut-être sur la CADES, du coup, elle devait être initialement supprimée en 2024. On s'est battu en vain. Elle a été prolongée jusqu'à fin 2033, début 2034 pour son extinction. C'est une espèce de tirelire qui rembourse ce qu'on appelle une dette sociale. En gros, c'est le prix du fait que vous soyez vivant. Ça coûte trop cher. Donc, plutôt que de financer suffisamment la sécurité sociale, on crée une tirelire qui s'endette, en fait, qui absorbe une partie des, on va dire des crédits, c'est plus compliqué que ça, mais on va dire une partie de l'existence à crédit de certaines fractions de la sécurité sociale qui sont remboursées à un prix plus élevé que l'État. C'est ça qui est évidemment la beauté du geste, c'est que ça rembourse à des taux d'intérêt plus élevés que si c'était l'État qui remboursait. Donc c'est là aussi une forme de cadeau qui est très, très intéressante. Malheureusement, vous n'êtes pas les destinataires du cadeau, vous êtes plutôt ceux qui offraient le cadeau, et donc c'est plus compliqué. Et peut-être juste un point sur l'entreprise nationale. Sur la question de l'intérêt, de la pertinence, bien sûr, les entreprises nationales sont un outil de lutte contre le capital privé, l'accumulation, les rapports de pouvoir que tu évoques, c'est-à-dire le contrôle de la production de son organisation par un petit nombre de personnes, notamment sous 3 angles. Une entreprise nationale, c'est une capacité d'investir et de décider ce qu'on produit en dehors de certaines règles de lucrativité ou de rentabilité. L'entreprise nationale produit des choses que ne produisent pas certains équivalents privés, premièrement. Deuxièmement, l'entreprise nationale, elle occupe des marchés, donc elle est aussi en concurrence avec des boîtes privées, qu'elle peut parfois réussir à évincer certains marchés. Le principe d'avoir des boîtes publiques qui ont des subventions, c'est aussi parfois de liquider sur certains marchés des entrepreneurs privés qui lui font concurrence et dont on estime que l'activité est néfaste. Si jamais on ne le reconnaît pas un monopole, ce qui est l'étape suivante, d'avoir un monopole du rail, de l'électricité, ce qu'on veut. Et troisièmement, l'entreprise nationale, c'est aussi un outil pour développer des nouvelles méthodes d'organisation du travail. Prenez par exemple les congés payés.
les expériences de congés payés accrus, ça a toujours été les boîtes publiques nationales qui avaient une semaine en plus et la loi suivait 10 ans plus tard. C'était le cas pour la 3e, la 4e, la 5e semaine de congés payés. Donc voilà, c'est un peu, je dirais a priori, les 3 fonctions positives qu'on peut retirer dans le cadre d'un gouvernement populaire de gauche des entreprises publiques sur ces différents points. On est censé finir dans, je crois, 30 secondes à peu près. Donc je vous remercie beaucoup, évidemment, pour être venus si nombreuses et si nombreux. On remercie beaucoup Mickaël pour son intervention, pour avoir brassé beaucoup de sujets en 1h30, sans notes, vous aurez remarqué. Il vient les mains dans les poches, il passe de la CADES à la retraite, des grandes lois de l'économie à l'enseignement supérieur. Bon, c'est pas pour rien qu'on l'invite. Mais donc, on espère te revoir bientôt. Et de toute façon, tout le monde te reverra à ton prochain podcast, émission ou intervention radio. Merci beaucoup. Merci Adrien.